répondre à ces questions à travers votre téléphone mobile. Comme l'installation, pas une installation, mais le paramétrage de la solution prend 2 à 3 minutes, je vous invite à le faire d'ores et déjà, comme ça quand on démarrera, vous serez pleinement opérationnel et puis vous pourrez directement répondre aux questions qui vous seront proposées. Donc simplement pour utiliser cette solution, rien de plus simple, vous allez sur votre navigateur internet avec votre téléphone. Soit vous activez vous ouvrez le SMS qui vous a été envoyé, vous cliquez sur le lien et vous encodez en code session le code qui est affiché sur la diapositive, ou soit vous encodez live.claxcube.com dans votre navigateur internet et vous suivez la procédure, et puis comme ça on pourra interagir. Voilà, on va bientôt démarrer, je vous invite à le faire en amont, comme ça vous serez directement opérationnel. Merci à vous. Bien, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue pour cette 5e édition du plein air. On va essayer d'avoir et garder le même esprit à plein air, c'est-à-dire à l'aube de l'été, quand la météo est clémente, c'est pas faire ce soir, en tout cas d'aborder des sujets, des enjeux assez cruciaux pour l'entreprise, et de façon assez légère. On peut aussi parler de sujets importants de façon légère. Et l'idée de plein air, c'est effectivement d'investiguer les nouveaux champs de l'entreprise. Nous avions, lors de notre première édition, parlé de mécénat. Lors de la seconde, quelque chose qui nous intéresse au premier chef, la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise. La 3e édition avait traité des jeunes et des entreprises, mais d'un point de vue un peu original, on avait demandé aux jeunes de nous dire comment ils voyaient l'entreprise et comment ils la jugeaient, et ce qu'ils en attendaient, ce qui était fort intéressant. L'an dernier, nous avions évoqué les nouveaux modèles économiques, forcément. On avait parlé d'Uber, d'hybridation, de changement de modèles économiques. Et cette année, nous allons parler d'un sujet qui s'appelle l'économie de la fonctionnalité. L'économie de l'usage. Qui est réellement dans l'esprit de plein air, parce qu'il s'agit d'avoir un changement de paradigme sur l'économie et sur l'économie d'une entreprise. Inverser un peu son cerveau, changer de lunette et regarder son modèle économique de façon radicalement différente. Alors pour illustrer cette thématique, nous allons recevoir Christophe Samples, que vous avez entendu il y a quelques instants, qui est un enseignant schéma, qui vient de Nice, aujourd'hui même, et qui va nous, pendant 30 à 40 minutes, nous parler de cette fonctionnalité, l'économie de la fonctionnalité, et ensuite pour illustrer d'une façon pratique et pragmatique ce qu'elle peut être et comment elle peut se transformer dans l'entreprise. Nous allons recevoir prochaines entreprises du territoire de Rennes et qui vont nous dire comment, dans leur métier très différent, ils ont mis en œuvre cette réflexion stratégique en profondeur, celle de l'économie et de la société. Monsieur Christophe Samples, je vous passe le micro pendant une bonne demi-heure. Merci. Merci à vous. Eh bien, une nouvelle fois, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir, ravi de découvrir votre territoire. C'est une première pour moi, donc une soirée doublement positive. Alors effectivement, mon nom est Christophe Samples. Je suis professeur dans une école de commerce, professeur en développement durable et en entrepreneuriat, obsédé par la question de concilier une performance économique avec une performance environnementale et une performance sociale. Comment peut-on relier ces trois angles d'un triangle de manière synergique? Ce qui est bon pour l'économique est bon pour l'environnement, ce qui est bon pour l'environnement est bon pour l'économique, bon pour le social, et bref, vous avez compris. Et donc, après avoir pas mal tourné autour de cette question, j'en suis arrivé à la condition profonde que c'est au niveau du modèle économique d'entreprise que cette articulation travaille sur ce modèle de l'économie de la fonctionnalité. Alors le nom n'est pas très joli, certains me l'ont dit déjà ce soir. Vous allez voir que le contenu est beaucoup plus joli que le nom et l'étiquette. En tout cas, c'est ce que j'espère partager avec vous ce soir. Alors j'ai la chance également de travailler avec beaucoup de dirigeants d'entreprises, PME en tête. J'ai personnellement accompagné sur ces 5 dernières années une centaine de dirigeants et d'entreprises dans leur transition de modèle économique vers le FC. Et donc, c'est riche également de cette expérience pratique que je vais m'adresser à vous ce soir
en essayant bien évidemment d'être le plus interactif possible et d'être le plus illustratif possible. Alors, je vous l'ai dit, Klaxoon est une start-up de Rennes, une start-up qui met en place de nouveaux outils d'interactivité et on va la tester directement ensemble, puisque voilà, l'économie de la fonctionnalité, ça s'apparente pour certains à un gros mot. Okay, donc, ce que je vais vous proposer, eh bien, c'est de poser sur votre téléphone le mot-clé qui vous vient à l'esprit quand on vous évoque ce terme d'économie de la fonctionnalité. Et dans 40 secondes, eh bien, on aura un très beau nuage de mots qui va s'afficher et qui nous donnera à voir la perception de l'Assemblée à l'égard de ce que pourrait être cette fameuse économie de la fonctionnalité. Alors, à vous de jouer, il me faut juste un mot. Déjà, à ce stade, il y en a un qui se dégage, vous l'avez vu. Mais bon, vous avez été influencé par votre président, parce qu'il a parlé d'économie d'usage. Okay. Alors, si effectivement, il y a un mot qui est important dans l'économie de la fonctionnalité, et je vous parlerai également d'économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est l'usage. Pourquoi? Parce que nous allons essayer de développer des solutions au service d'une performance d'usage. Alors, on va essayer de découvrir un petit peu plus précisément tout ce que cela signifie. Alors, d'abord, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, je vous ferai la distinction entre les deux, c'est quoi? C'est une innovation stratégique de rupture. Une innovation stratégique de rupture, ça veut dire que c'est une innovation radicale. On change radicalement les règles du jeu, et en particulier, quand on parle de modèle économique, on change radicalement la manière de construire une performance d'entreprise, la manière de construire une rentabilité. Vous allez voir que la rentabilité va se construire à travers ce modèle sur une toute autre dynamique. On change radicalement les modes d'organisation du travail. Les modes d'organisation du travail, le mode de gouvernance au sein des organisations va être profondément impacté par cette transition vers la mise en œuvre de ce nouveau modèle économique. Et la nature des relations qu'on va avoir avec ces parties prenantes, internes, les collaborateurs, les collaboratrices, mais également externes, l'ensemble des parties prenantes commerciales, les clients, les fournisseurs, éventuellement les sous-traitants, et l'ensemble des fonctions support, votre comptable, votre agence de communication, eh bien tout ça va être modifié, avec un mot-clé, celui de la coopération. Alors je vous ai dit que l'économie de la fonctionnalité, on va dire l'EF et l'EFC, pour faire simple, c'est une innovation en termes de modèle économique. Donc la première chose, c'est de se mettre d'accord sur ce qu'est un modèle économique. On a souvent tendance à ramener le modèle économique à la manière dont une entreprise gagne de l'argent. Et ce faisant, on confond modèle économique et modèle de revenu. Alors certes, le modèle de revenu, c'est sacrément important. Comment une entreprise génère son chiffre d'affaires, comment elle dégage son cash. Mais le modèle économique va plus loin. Il va plus loin en intégrant la manière dont une entreprise développe son offre, c'est-à-dire quelle est la valeur qu'elle va apporter à un marché, comment va-t-elle la produire, cette valeur, comment va-t-elle la rendre disponible à ses clients, et puis finalement, et seulement au bout de cette chaîne, comment va-t-elle la monétiser. Donc, modèle économique, c'est qu'est-ce que j'apporte à mon marché, qu'est-ce que j'apporte à mon système client, quel est le produit, le service, la solution que je suis capable de lui apporter, quelle est la valeur que je crée. 2, comment je m'organise pour produire cette valeur, c'est-à-dire comment est-ce que je m'appuie sur mes équipes, mes hommes, mes femmes, ou plus exactement les hommes et les femmes de mon organisation, les ressources matérielles, les ressources immatérielles que sont les connaissances, les compétences, les ressources financières. Comment est-ce que de tout ça, je fabrique le produit que je suis censé fabriquer ou que je délivre le service que je suis censé délivrer? Comment je le rends disponible à mes clients? Se pose la question de la distribution. Se pose également la question de l'appropriation de la valeur. Est-ce qu'aujourd'hui, vos clients comprennent bien la valeur que vous êtes censé leur apporter? Est-ce qu'ils se représentent correctement l'ensemble des bénéfices dont vous êtes porteur? Et puis ensuite, et seulement en bout de cette chaîne, se pose la question de la capacité à monétiser à sa juste valeur la valeur que vous apportez à votre marché. Est-ce que vous arrivez, oui ou non, à monétiser comme il se doit l'ensemble des efforts que vous mettez en œuvre dans le cadre de la production de cette valeur? Ça, c'est le modèle économique. Alors pourquoi est-ce que ce modèle économique, il faudrait le changer? Parce que
les modèles économiques aujourd'hui dits classiques sont des modèles économiques qui, souvent, pas toujours heureusement, mais souvent, sont confrontés, à une difficulté à valoriser à sa juste valeur toutes les pépites qu'on a dans son entreprise. Vous avez des connaissances, vous avez des compétences, vous avez des savoirs, des savoir-faire, il y a de la confiance entre les individus. Est-ce que tout ça, ça se monétise à sa juste valeur? Pas toujours. Vous avez parfois des difficultés à tenir vos prix, pression forte sur les prix. Parfois, c'est lié à une configuration de votre chaîne de valeur qui vous est défavorable, parce que celui avant vous ou celui après vous exerce une pression importante sur vous qui rend difficile la capacité à tenir vos prix. Parfois, c'est vos coûts qui sont structurellement en hausse, et donc, par effet de ricochet, c'est la marge qui trinque. Parfois, vous avez de l'innovation là dans vos entreprises, mais vous n'arrivez pas à la libérer, vous n'arrivez pas à la mettre en marché, parce que simplement le modèle économique va pas avec l'innovation que vous avez dans vos placards. Je vous donnerai des exemples dans un moment. Enfin bref, on a toute une série de raisons qui peuvent à un moment donné nous amener à envisager de changer de modèle économique. Et puis, il y a des visions plus heureuses, hein. On peut avoir un modèle économique qui va bien. On perçoit que dans les 3, 4, 5, 6 ans à venir, la chaîne de valeur va se désintermédiariser, se restructurer. Il y a des enjeux de fond qui vont impacter votre secteur d'activité et qu'aujourd'hui, c'est important d'anticiper ces modifications pour envisager un changement de ce modèle économique. Alors, Klaxoon va venir à notre rescousse et on va vous poser une deuxième question. Okay. Il y a évidemment, de par le lieu même où nous situons, beaucoup de dirigeants d'entreprise dans cette salle, de dirigeants, de dirigeantes. Et donc, je vais vous demander de répondre à une question simple. Parmi vous aujourd'hui, qui se sent à l'étroit dans son modèle économique d'entreprise? Soit parce qu'il a le sentiment, comme je l'ai dit, que difficile de tenir les prix, difficile de préserver la marge, difficile de libérer l'innovation, difficile de résister à la pression de la chaîne de valeur, ou simplement parce qu'il y a des opportunités qui ne sont pas simples à saisir et que peut-être qu'en adaptant le modèle économique, on pourrait être mieux armé pour saisir ces opportunités. Alors, les réponses se construisent, suspense. On y est presque. Il me semble qu'on peut cliquer sur la réponse. Eh bien, vous êtes une majorité, 65%, à considérer que faire évoluer votre modèle économique est quelque chose, en tout cas, qui est dans votre radar. Pourquoi? Simplement parce que vous êtes à l'étroit dans votre modèle économique actuel. Okay. 65% de l'audience, c'est 2 entreprises sur 3. Alors maintenant, on va rentrer dans cette fameuse économie de la fonctionnalité. On va essayer de la découvrir. Si vous ouvrez un journal, souvent, on vous dit l'économie de la fonctionnalité, c'est abandonner l'idée que vous allez vendre un produit, mais c'est le mettre à disposition de vos clients moyennant une facturation à l'usage. Dit plus simplement, c'est louer plutôt que vendre. Jusqu'ici, je vendais des machines à laver. Eh bien, demain, je peux mettre les machines à laver à disposition des ménages, moyennant une facturation au cycle de lavage. Et là, je suis dans l'économie de la fonctionnalité. Alors d'abord, quel est l'intérêt de faire cette affaire? Parce que passer d'une logique de vente à une logique de location, est-ce que ça présente un intérêt économique, environnemental, social? Premier intérêt économique couplé à de l'environnemental, c'est que lorsque vous vendez une machine à laver à votre ménage, vous perdez la main sur cet objet. Ça veut dire que le ménage va utiliser cette machine, et puis quand cette machine elle arrivera à sa fin de vie, eh bien elle sera éliminée, jetée, mise en décharge, et le ménage achètera une nouvelle machine. Deuxième problème, quand vous êtes fabricant et que vous avez un marché qui est saturé, un marché saturé c'est un marché qui est plein, ce qui va conditionner votre demande et donc le réachat, c'est le marché de remplacement. Donc vous avez un intérêt économique à ce que votre machine elle dure suffisamment longtemps pour être compétitive par rapport aux autres marques sur le marché. Mais il vaut quand même pas mieux qu'elle dure infiniment plus longtemps parce que sinon c'est tout ce temps que vous aurez à attendre pour le remplacement de la machine. D'où un concept dont vous avez peut-être déjà entendu parler, l'obsolescence programmée, qui consiste à dire on va quand même mettre la pédale sur le frein sur la durée de vie de nos produits. Et c'est tout à fait légitime par rapport au modèle économique de vente. Quand on vend, quand le modèle économique d'une entreprise, c'est du volume
je dois vendre plus d'argent pour gagner plus, je dois vendre plus, pardon, de produits ou de services pour gagner plus d'argent, et que mon marché, il est saturé, il est plein, c'est le marché de remplacement qui tire la demande. Donc là, on est dans une impasse. Alors maintenant, si je vous loue le lave-linge, tant qu'il produira son service, il produira du revenu. Donc déjà, j'ai un intérêt économique à ce que ce lave-linge il dure le plus longtemps possible. Donc déjà, l'obsolescence programmée, on lui a tordu le cou. Deuxièmement, moi, fabricant de lave-linge, je sais que tôt ou tard, restant propriétaire de ce lave-linge, je sais que tôt ou tard, je le récupérerai. Okay. Alors si je le récupère et que je le fous à la casse, je suis un idiot parce que j'ai internalisé un coût qui était autrefois supporté par le client, qui est le coût de la gestion du produit en fin de vie. C'est pas du tout intéressant. Donc je vais plutôt essayer de reconcevoir mes machines à laver dans l'idée que le jour où je les récupérerai, je vais essayer de les démonter au maximum, de récupérer un maximum de composants pour les réintroduire dans les nouvelles générations de machines. Et ce faisant, je mets en œuvre quelque chose que peut-être vous avez d'ores et déjà entendu, qui s'appelle l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est quoi? C'est la capacité à boucler des boucles en termes de flux de matière ou de flux d'énergie et à faire en sorte que, plutôt que de créer des systèmes économiques linéaires où on extrait de la ressource, on la transforme, on fabrique des produits, on l'utilise et puis on le jette, on rentre dans une boucle où au terme de la fin d'un cycle d'utilisation d'un produit, on peut récupérer un maximum de composants de ce dit produit pour les réintroduire dans de nouveaux cycles économiques. Et ça permet de gagner de l'argent puisque, imaginons que vous êtes un fabricant de machines à laver et que vous réussissez à récupérer 70% des composants d'une ancienne machine pour les réintégrer dans une nouvelle machine, ça veut dire que comparativement à un concurrent qui fabriquerait sa machine depuis de la matière vierge, vous avez déjà un bénéfice coût de quasiment 70%. Alors, pas tout à fait, parce qu'il y a des opérations de défabrication, de refabrication, de nettoyage, mais ça veut dire que vous ne devez intégrer que 30% de matière vierge. Donc vous êtes beaucoup plus résilient par rapport à éventuellement l'évolution du cours de vos matières premières. Alors ça a l'air sacrément séduisant cette affaire. Nouvelle question klaxoon. À votre avis, ce que je viens de vous présenter et qui s'appelle dans le langage un peu technique le modèle locatif centré usage, est-ce qu'à votre avis, ça vous paraît pleinement satisfaisant, cette affaire, par rapport à ma volonté de créer une synergie positive entre une performance économique, une performance environnementale et une performance sociale? Alors, je vous invite à répondre oui ou non. C'est très pratique, parce que ça permet de boire un coup. Bon, il me semble qu'on peut aller à la réponse. Ah, il y a de l'hésitation. Hein. Il y a de l'hésitation. On ne sait pas trop. Est-ce que c'est bien, pas bien? Alors, c'est un modèle qui, indiscutablement, est vertueux. Vertueux pourquoi? Parce que je vous ai dit que déjà, il permettait d'articuler des enjeux environnementaux avec des enjeux financiers et économiques. Vous pouvez générer une forte plus-value environnementale tout en améliorant vos marges, en réduisant vos structures de coûts et en créant un revenu récurrent. Donc effectivement, ça a l'air sympa. Alors c'est sympa si vous êtes un fabricant de lave-linge, un fabricant de frigo ou un fabricant de photocopieurs. Par contre, je ne sais pas si ça vous parle beaucoup si vous êtes un agriculteur et que vous vendez des produits de maraîchage. Parce que louer des pommes ou des tomates, c'est pas évident. De la même manière, si vous êtes un avocat, que vous êtes une entreprise de services à fort contenu immatériel, ces modèles locatifs, c'est pas forcément quelque chose qui fait sens. Ça marche bien pour les biens d'équipement durables ou de semi-durables, mais pour les autres catégories, c'est beaucoup moins évident. Et puis si effectivement on a un couplage étroit entre une performance environnementale et une performance financière, économique, la question du social, elle n'est pas forcément adressée. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce modèle a d'indiscutables vertus, et il faut le promouvoir autant que faire se peut, mais il n'est pas applicable à tous les cas, et
il n'articule pas forcément les enjeux sociaux dans cette recherche de la mise en synergie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Eh bien, on peut essayer d'aller un pas plus loin et de passer à l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. L'économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est le passage d'un modèle où vous allez vendre un produit, un service ou une solution associée, à un modèle d'entreprise où vous allez vendre une solution intégrée. Je vais vous dire des gros mots, mais après je vais vous les expliquer. Une solution intégrée centrée sur une performance d'usage, on retrouve le terme que vous avez utilisé tout à l'heure, ou sur une performance territoriale. Alors maintenant, je vais rebobiner, je vais vous expliquer le contenu. Solution associée versus solution intégrée. C'est quoi la différence entre les deux? Lorsque vous allez chez votre concessionnaire automobile pour acheter une nouvelle voiture, vous pouvez acheter une voiture et puis votre concessionnaire, il va vous proposer d'acheter un contrat d'assurance, il va vous proposer d'acheter un contrat de financement, un contrat de maintenance, bref, autour du produit, il va associer toute une série de services supplémentaires ou complémentaires. Si vous décidez de dissocier l'offre, d'enlever le financement, d'enlever l'assurance que vous allez prendre chez votre courtier, d'enlever la maintenance parce que vous allez prendre chez votre petit garagiste du coin, la voiture que vous allez acheter ne va pas rouler moins bien pour autant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la performance d'usage de la voiture, la manière dont la voiture elle va se comporter quand vous allez l'utiliser, performance d'usage, c'est comment est-ce que les choses se comportent quand on l'utilise, elle ne va pas être influencée, elle ne va pas être dégradée si vous dissociez. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup d'entreprises ont des difficultés à valoriser pleinement les services qu'ils offrent à leurs clients. Parce que systématiquement, on rentre dans de la négociation. Ouais, mais si tu m'enlèves ça, ça fait combien? Et puis si tu m'enlèves ça, ça fait combien? Et puis ça, j'en ai pas vraiment besoin. Par contre, j'aurais besoin de ça. Et on en arrive à des trucs invraisemblables. Alors, une solution intégrée, maintenant, c'est quoi? On va prendre un exemple très simple, très caricatural, très réducteur. Imaginez que je veux développer une solution intégrée de mobilité. Plus exactement, je veux interfacer, intégrer le transport par bus et le transport par train. Aujourd'hui, comment se synchronisent les bus et les trains? Ils se synchronisent sur base des horaires théoriques. Vous avez un bus qui arrive devant la gare à 11h07, les gens descendent, vont sur le quai, et à 11h12, vous avez le train qui arrive et qui démarre. Et puis évidemment, on a tous déjà fait l'expérience d'un bus qui est censé arriver à 11h07, mais qui arrive à 11h10. On descend, on court, on arrive sur le quai et on voit le train qui s'en va. Et donc, la connexion n'est pas bonne, c'est-à-dire que la solution de mobilité n'est pas fluide. Imaginez maintenant que je dote le bus et le train d'un petit appareil qui va leur permettre d'échanger de l'information en temps réel. De manière à ce que la synchronisation ne s'opère plus sur horaire théorique, mais sur horaire réel. Qu'est-ce que ce bus et ce train échangent? Ils échangent de l'information. Dans mon jargon, je parle de ressources immatérielles. Okay. Cette ressource immatérielle, elle vient au service de la performance d'usage du système. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système va être plus efficace s'il se synchronise sur le temps réel que s'il se synchronise sur le temps théorique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'enlève cette ressource immatérielle d'information, la performance d'usage se dégrade. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez une solution associée, vous pouvez la dissocier sans que la performance d'usage du cœur de votre offre ne soit altérée. Quand vous développez une solution intégrée, si un client vient vous trouver et vous dit « ouais, mais ce truc-là, j'en ai pas besoin », la performance d'usage du système va baisser, donc le client n'a pas intérêt à désintégrer la solution. Et donc on arrive bien mieux à valoriser ces ressources immatérielles. Ok? Alors, par rapport à ça, je vous ai dit, il y a deux grandes modalités de mise en œuvre. Première modalité de mise en œuvre, une solution intégrée centrée sur une performance d'usage. La deuxième étant centrée sur une performance territoriale. Alors là, je vais vous les expliquer avec des exemples. Je vous ai dit tout à l'heure qu'une des problématiques de nos modèles économiques, c'est leur caractère volumique. Alors je vais aller dans quelque chose d'assez caricatural, mais ça a le mérite d'être parlant. Imaginez que vous êtes une entreprise fabriquant des pesticides à destination des agriculteurs. Vous vendez des produits phytosanitaires en vue de protéger la culture des agriculteurs. Vous êtes dans un modèle volumique, vous avez donc un intérêt à vendre toujours plus de produits, extrêmement peu résilient et extrêmement combatif via du lobbying à toute mesure, notamment réglementaire, qui viserait à réduire la quantité de pesticides épandus dans les champs. Okay, donc une difficulté à vous synchroniser avec les attentes sociétales de
d'un État, d'une population, de toute une série de parties prenantes. Et donc vous vous dites, mais qu'est-ce que je peux faire? Alors, ce que vous pouvez faire, c'est réinterroger le besoin fondamental auquel votre produit répond. Quelle est la raison d'être de votre produit? Très souvent, le produit tord le besoin. Si demain, je ne vous le souhaite pas, vous crachez votre voiture, vous direz « j'ai besoin d'une nouvelle voiture ». Vous ne direz pas « j'ai besoin d'une solution de mobilité ». Okay. Eh bien, dans le cas présent, le pesticide, l'agriculteur, il dit « j'ai besoin de pesticides ». Mais la raison profonde pour laquelle il a besoin de pesticides, c'est pour protéger ses cultures. Imaginez maintenant que je vende à l'agriculteur non plus des bidons de pesticides, mais une solution intégrée de protection de culture facturée à l'hectare. Qu'est-ce qui a changé? 1, le pesticide qui, dans le modèle 1, était le moteur de mon revenu, devient dans le modèle 2 un coût que j'ai un intérêt économique à minimiser. Donc ça veut dire que au moins je mets du pesticide dans le champ pour atteindre le niveau de protection escompté, au plus ma marge est confortable. Donc déjà, j'ai complètement renversé la chaussette. Je suis passé d'un modèle volumique à un modèle centré valeur. Qu'est-ce qui va me permettre d'accroître ma rentabilité? Lorsque je vais arriver, que je vais travailler la première fois avec un agriculteur, je ne connaîtrai pas ses pratiques, pas la manière dont il travaille, je ne connaîtrai pas son climat, je ne connaîtrai pas son terroir, je ne connaîtrai pas la nature des nuisibles dans son territoire. Donc j'aurai à apprendre beaucoup de choses. Et donc forcément, au départ, on sera un peu essai-erreur. On ne sera pas forcément le plus efficace tout de suite. Mais au fur et à mesure qu'on va travailler ensemble, on va apprendre à se connaître, on va apprendre à coopérer les uns avec les autres. Okay. On va apprendre à identifier quels sont les bons prédateurs de parasites. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être en capacité d'être de plus en plus efficace dans la mise en œuvre de la solution. Alors, au départ, on va pas prendre de risque, on va mettre du phyto. Et puis après, on va réduire le phyto, puis on va commencer à prendre conscience qu'on peut faire du piégeage sexuel d'insectes, prédateurs. Et puis, on va commencer à se rendre compte que si je réintroduis une biodiversité qui va être en prédation des nuisibles, eh bien, je peux m'appuyer sur un service écologique rendu par ces insectes de manière à construire ma marge. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la connaissance que je vais gagner sur la pratique agricole de cet agriculteur, la connaissance de son terroir, qui va dépendre de la qualité de notre coopération et de la longévité de la relation partenariale et coopérative entre nous, mais également la capacité à m'entourer de bonnes compétences complémentaires, eh bien tout ça va venir développer mon efficacité, mon efficience et donc ma rentabilité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la rentabilité, elle est désormais tirée par les ressources immatérielles, qui sont extrêmement abondantes. Contrairement aux ressources matérielles qui sont finies et qui s'usent à leur usage, les ressources immatérielles sont potentiellement infinies et elles peuvent se développer à travers l'usage. La confiance se développe à travers une relation. Quand on utilise une ressource immatérielle, elle se développe. Quand on utilise une ressource matérielle, elle se dégrade. Okay. Autre exemple rapide. J'ai accompagné une entreprise qui vend, au départ, elle vend des solutions d'emballage isothermes pour produits thermosensibles. Dit plus simplement, des caisses réfrigérées pour transporter des vaccins. Quand vous allez à la plage avec votre rosé, vous avez votre big bag avec le pain de glace, et ben, eux, ils vendent ça, version industrielle pour transporter des vaccins. Okay. Le critère de performance d'usage, c'est la capacité du vaccin à arriver à destination sans être sorti de son intervalle de température autorisé. Ce qu'on appelle le time out of range, la durée pendant laquelle le vaccin sort de sa zone de température. Et au plus il sort de sa zone tolérée de température, au plus son efficacité baisse. S'il gèle, il est bon pour la benne. Les statistiques moyennes dans le secteur pharma sont calamiteuses en matière d'envoi de produits thermosensibles. Je n'oserais pas vous dire la statistique parce qu'elle est un peu confidentielle, mais elle est catastrophique, très mauvais. Alors on s'est intéressé à pourquoi c'est très mauvais. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de performance d'usage dans cette affaire? Et donc on a commencé à essayer de questionner la chaîne de production. Et on s'est dit, ben aujourd'hui, comment est-ce que cette boîte, elle est conçue? Elle est conçue d'abord, sur base du cahier des charges que le labo pharmaceutique va envoyer à notre entreprise, qui s'appelle Isovation.
et qui va définir les caractéristiques thermiques du produit, l'inertie thermique, la masse, etc., etc. Okay. Le time out of range. Et comme ils ont un taux de casse catastrophique, ils ont tendance à resserrer les contraintes. Ça veut dire qu'un produit qui pourrait tolérer du 2,8 pendant toute la durée du transport, ils vont dire, moi, il me faut du 4,6. Et le problème, c'est que les coûts de solution, ils sont logarithmiques. Ça veut dire que développer une solution isotherme pour respecter du 2,8 ou développer une solution isotherme pour respecter du 4,6, c'est pas du tout la même histoire en termes de coûts de développement et en termes de barrière thermique. C'est-à-dire que ça fait s'envoler les coûts pour le client. Deuxième élément, si vous devez envoyer un produit depuis Lyon-Syntex jusqu'à Cape Town en Afrique du Sud, vous, ce qui va définir votre paramètre de conception du produit, c'est la température extérieure que votre produit va rencontrer pendant toute sa chaîne logistique. Et là, il y a un grand livre qui reprend toutes les bonnes pratiques de distribution de produits de santé et qui offre des profils de température théoriques selon les différentes zones du monde, été, hiver, jour, nuit, etc. Et donc, sur base de ça, vous créez un profil de température théorique. Et puis, vous concevez votre solution, et puis la solution, elle s'en va, et puis, souvent, elle arrive endommagée à son point d'arrivée. Et donc, on se dit, mais c'est tout à fait foireux, cette affaire, il faut qu'on puisse comprendre d'où vient le problème. Le premier problème, notre entreprise, elle a développé des enregistreurs de température, qu'elle a l'obligation légale de mettre dans les colis. Elle n'avait jamais pensé à mettre l'enregistreur en dehors du colis. On a dit, tu en mets un dedans, tu en mets un dehors. Et puis, sans grande surprise, on a eu un profil de température théorique et un profil de température réelle qui avait juste rien à voir. Donc, ça veut dire que vous dimensionnez une solution sur une donnée non pertinente. Déjà, c'est mort. Deuxièmement, vous ne connaissez pas le plan de transport. Et quand on a commencé à s'intéresser à un plan de transport, je vous donnais l'exemple de Lyon-Cape Town tout à l'heure, c'était à dessein. Parce que quand on a commencé à s'intéresser, on a vu que Lyon-Cape Town, ça faisait Lyon-Bruxelles, Bruxelles-Copenhague, Copenhague, je sais plus où en Afrique, et puis Cape Town. Donc, complètement foireux. Donc ça veut bien dire qu'il n'y a absolument aucune maîtrise de la chaîne d'utilisation, d'usage de cet emballage. Et donc on a commencé à nouer des partenariats avec les transporteurs pour co-construire avec eux des plans de transport. Et on a commencé à capter de l'information sur les températures réelles pour créer un algorithme de conception d'une solution qui soit beaucoup plus fine en termes de gestion des risques de transport de produits de santé. Aujourd'hui, notre entreprise, elle ne vend plus d'emballage. Elle vend une solution intégrée de gestion du risque dans le transport de produits de santé. Le premier test qu'on a mis en œuvre, le premier, au doigt mouillé, vraiment, on était au super doigt mouillé, il a permis à l'entreprise de réduire de 50% la quantité de matières premières utilisées pour fabriquer sa caisse, moins 48 exactement. Il a permis de diviser par 2 le prix pour le client, et il a pratiquement permis de doubler sa marge. Ça marche. Donc aujourd'hui, cette entreprise, elle ne fabrique plus, elle ne vend plus des boîtes, elle développe une solution intégrée de gestion des risques en matière de transport de produits de santé. Et donc, vous voyez qu'en rentrant sur des logiques de performance d'usage et en modifiant les paramètres de facturation, eh bien, on arrive à faire des choses assez intéressantes. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, il y a 2 approches dans le FC. Il y a je fais de la performance d'usage, c'est-à-dire que j'ai pas un rapport particulier au territoire. 2, je développe une performance territoriale, c'est-à-dire que moi, entreprise, je vais essayer d'adresser des problématiques de territoire d'une manière performante. Là aussi, on a accompagné un dirigeant qui est situé dans le Nord-Pas-de-Calais, que tu connais bien, Aurélien, qui s'appelle Mohamed. Et Mohamed, il a un centre d'appel. Alors, il aime à dire que c'est le seul Marocain à avoir un centre d'appel en France, là où la majorité des Français a délocalisé au Maroc. Et son centre d'appel, il fait quoi? Il fait de la gestion d'agenda de médecins. Donc, en substance, quand vous téléphonez à votre médecin, c'est un téléopérateur et une téléopératrice de chez eux, en tout cas si vous êtes dans le Nord-Pas-de-Calais, qui prend l'appel et qui planifie. Modèle volumique, facturé au nombre d'appels. Problématique territoriale, un cauchemar. 1, une insuffisance de médecins dans le Nord-Pas-de-Calais, qui génère 2, des délais complètement fous pour les patients sur certains types de pathologies. Vous avez un problème ophtalmologique et vous voulez voir un ophtalmo à Lille, il s'agit d'être patient, 8 mois en moyenne. Okay.
3, compte tenu de l'énorme pression sur les médecins, il y a un taux d'accident cardiovasculaire, un taux d'incidence de maladies psychosociales et un taux de suicide auprès de la population de médecins très significativement supérieur à la moyenne nationale. Et pour couronner le tout, le problème de désertification médicale, qui n'est pas un problème propre au Nord-Pas-de-Calais, est très largement accentué dans le territoire. Donc ça, c'est la photo avec laquelle on démarre. Et on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Alors la première chose qu'on a faite, c'est ouvrir le capot du modèle économique, ouvrir le capot de cette entreprise et regarder dans les ressources immatérielles que cette entreprise possédait. Et on s'est rendu compte, alors je vous le fais vite, mais on s'est rendu compte après un moment que l'entreprise, elle avait la capacité d'identifier les médecins potentiellement à risque en termes de santé. Comment c'est possible? Quand vous gérez l'agenda d'un médecin, il y a une ouverture de ligne, donc vous savez l'heure à laquelle il commence sa journée. Il y a une fermeture de ligne, vous savez donc à quelle heure il termine sa journée. Et comme c'est vous qui planifiez ses rendez-vous, là vous savez très exactement quelle est la cadence de son travail. Et puis en sus, vous l'avez au téléphone 4, 5, 6, 7 fois par jour. Et donc si vous formez vos collaborateurs et vos collaboratrices à la détection des signaux faibles, eh bien, vous commencez à être en capacité d'identifier parmi la population de vos médecins celles et ceux qui sont vraiment au bord de la rupture. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une ressource immatérielle, là, une information, qui est potentiellement porteuse d'effets utiles. Elle peut nous rendre service, cette information, puisqu'on sait qui va craquer. Et donc, en toute logique, si on sait qui va craquer, il faudrait prioritairement décharger ces médecins-là pour renvoyer les patients vers d'autres cabinets. Le problème, c'est que tout le système, il est saturé. Alors, on retourne à notre analyse. Et on regarde un petit peu comment les flux de patients, ça marche au sein du territoire. Et puis on se rend compte de quoi? On se rend compte qu'il y a en fait une médecine à deux vitesses qui se développe dans le Nord-Pas-de-Calais. Il y a les gens qui n'ont pas d'argent et qui attendent, et il y a les gens qui ont de l'argent et qui prennent le TGV pour aller se faire soigner à Paris. Parce qu'à Paris, la situation elle est exactement inverse. Parce qu'évidemment, quand on voit que tout le monde part à Paris, enfin, tous ceux qui ont les moyens partent à Paris pour avoir accès à des médecins rapidement, on se demande ce qui se passe à Paris. Donc on va voir à Paris, et à Paris, on réalise que les médecins, ils n'ont pas assez de boulot. Il y a trop de médecins à Paris. Et donc on se dit, c'est un peu couillon parce qu'on a plein de patients qui descendent, on a un système complètement engorgé, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de faire monter des médecins à Lille ou dans le Nord-Pas-de-Calais pour désengorger le système? Alors on va voir quelques médecins, on leur dit, tiens, est-ce que vous accepteriez de monter 2-3 jours semaine, et nous on vous garantit un agenda plein. Donc vous pouvez vivre dignement de votre pratique. Le problème, c'est que ces gens qui arrivent, il faut qu'ils trouvent un cabinet pour exercer. Or, les cabinets, ils sont utilisés. Donc, c'est là qu'on retourne à notre analyse et qu'on se rappelle que, mais il y avait des cabinets, il y avait des problématiques de désertification médicale. Donc, on va dans une collectivité territoriale, on va dans une ville et on va trouver la mairie et on dit, monsieur le maire ou madame la maire, est-ce que vous seriez prêt à mettre à disposition du système un local infrastructuré? Dans l'affirmative, nous, on réintègre une offre médicale dans votre territoire. Et il y a des maires qui ont trouvé ça formidable et qui ont dit, banco, on y va. Et donc, vous voyez apparaître les contours d'un nouveau service, d'une nouvelle solution intégrée, qui est désormais une solution intégrée de régulation de flux de patients à l'échelle d'un territoire, en vue de prévenir la santé des médecins, qui fonctionne super bien, qui permet de répondre à une vraie problématique territoriale, et qui se fonde sur une coopération mise en œuvre avec un ensemble de parties prenantes beaucoup plus large. Alors voilà, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est ça. C'est la capacité de passer d'un modèle où vous vendez un produit, un service, une solution associée que vos clients ne cessent d'essayer de dissocier pour gagner 3 francs 3 sous, à une logique où vous allez passer à une solution intégrée, où vous allez faire de la performance d'usage ou de la performance territoriale le guide de votre action. Et si vous arrivez à être malin sur la facturation, à chaque fois que vous allez améliorer votre capacité à être plus performant sur le plan de l'usage ou sur le plan de la dynamique territoriale, et ça passe par l'immatériel, vous améliorez vos marges. Et si vous mettez en place une gouvernance sympa, à chaque amélioration de votre marge, vous en faites profiter d'un pourcentage donné votre client. Comme ça, il y a une convergence d'intérêts, il y a un intérêt gagnant-gagnant qui se met en œuvre entre le client et vous,
et un moyen de le fidéliser, non plus en essayant de le verrouiller, mais en lui rendant un service toujours plus pertinent, toujours plus efficace. Voilà, ça c'est l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Alors on a un dernier klaxon pour voir un peu comment vous aujourd'hui dans vos entreprises, vous avez le sentiment de valoriser les ressources immatérielles dont vous êtes détenteur. Hein, je vous ai dit ici que dans mon centre d'appel, il y avait une information là qui produisait rien. Et aujourd'hui, cette information, c'est devenu le pivot central du déploiement de ce nouveau service. Je vous ai dit qu'avec l'agriculteur, la qualité de la coopération avec l'agriculteur, le niveau de confiance qui pouvait se construire au fil du temps avec l'agriculteur contribuait directement à la rentabilité. Ça augmente la marge. Et donc la question est la suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, dans vos entreprises, les connaissances, les compétences, la confiance interne, externe, verticale, horizontale, est-ce que la qualité de la coopération, est-ce que tout ça se met au service, un, de la valeur monétaire et deux, de la valeur non monétaire de votre entreprise? Est-ce que vous arrivez à métamorphoser tout ça, à valoriser tout ça au mieux? On se donne 2-3 secondes pour voir le résultat et pour que je boive un petit coup. Et ben voilà, 75% ne parviennent pas à valoriser à leur juste valeur les ressources immatérielles. Et malheureusement, j'ai juste envie de vous dire, c'est normal. C'est normal parce que les modèles économiques classiques ne sont pas configurés pour ça. Ils sont extrêmement médiocres dans la capacité qu'ils offrent à valoriser les ressources immatérielles de votre entreprise. Et si on se rappelle, 65% de l'audience disait se sentir à l'étroit dans son modèle économique, ben vous voyez que en fait, ce chiffre est plus près de 75 que de 65. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que j'ai été clair, surtout. Merci à vous. Et j'invite maintenant nos 3 témoins pour la suite de la soirée. Hein, j'ai parlé beaucoup, et donc maintenant, je vais presque me taire. Et je vais donner la parole à Aurélien Pasquier, à Catherine Fayet et à Gilles Simonessa. Vous allez les découvrir au fur et à mesure de nos échanges, vous allez découvrir leurs activités. 3 dirigeants d'entreprise qui sont engagés dans une dynamique d'évolution vers l'économie de la fonctionnalité de la coopération, vers ces solutions intégrées, ou qui ont une conviction profonde que c'est vers là qu'il faut y aller, et ils vont nous expliquer pourquoi, comment, etc. Alors, je ne vais pas les présenter parce que je le ferai évidemment beaucoup moins bien que ce qu'ils ne feront eux-mêmes. On va se la jouer bâton de parole et je vais vous passer la parole successivement les uns après les autres. Aurélien, tu démarres. Aurélien, tu es à la tête d'une agence de communication que tu as fondée il y a 14 ans, qui s'appelle l'agence Everest. Enfin, elle a changé de nom. Elle s'appelle aujourd'hui l'agence Everest. Tu as ressenti le besoin de faire évoluer ton modèle économique de manière assez significative il y a quelques années. La question, c'est pourquoi. Et avant de répondre à ce pourquoi, je voudrais que tu nous exposes, de manière à ce que ce soit clair pour tout le monde, quel est le modèle économique prototypique d'une agence de communication, c'est-à-dire le modèle qui était encore le tien il n'y a pas bien longtemps. Alors bonsoir à tous. L'orientation d'un modèle économique d'une agence de communication, aujourd'hui, elle est très orientée outils, à savoir produire un site internet, produire une plaquette, produire un logo, une identité graphique, du référencement. Éventuellement, on peut agrémenter ça d'un service de stratégie de communication, peut-être même de marketing. Tout ça orienté outils. Ça crée et ça génère aujourd'hui parfois un problème de visibilité. Les agences de com, qu'est-ce qu'elles font? Je ne sais pas trop, est-ce qu'elle est que dans le web, de le digital, est-ce qu'elle va un peu plus loin, l'événementiel, la rédaction, le contenu ou pas? On a parfois, et on a compris à un moment qu'il y avait ce déficit de visibilité et de compréhension. On avait également la partie confiance, comme un certain nombre de métiers, bon, j'en cite pas d'autres, je parlerai que du mien, de confiance, c'est-à-dire est-ce qu'ils vendent que du vent, les agences de com, on achète des choses, ça va pas forcément fonctionner, qu'est-ce qu'il va y avoir derrière? Avec un fonctionnement qui était simple, à savoir, les gens arrivent avec, nos clients arrivent avec
un cahier des charges, on leur fait un devis, il y a une négociation. À partir de la négo, il va y avoir un contrat. Si le contrat fonctionne bien, donc il y a développement. Et éventuellement, on se rend compte que, ah ben non, vu que le cahier des charges en amont fonctionnait pas forcément parce qu'il n'a pas été nécessairement produit par des professionnels de la communication, ça amène des modifications et donc des avenants. Et donc, ils nous demandent toujours de payer. Cette petite tension là, régulière, récurrente qu'on sentait, plus la notion de très forte concurrence, parce que ne serait-ce que sur Rennes, il y a un grand nombre d'agences de communication qui ont toutes leurs particularités. Néanmoins, elles sont vues comme agences de communication. Et donc, des clients qui ont parfois des difficultés à percevoir la valeur dont on est susceptible de réellement pouvoir leur apporter. Cette question de la différenciation, comment est-ce qu'on la présente? Alors, nous, dans notre agence, on avait effectivement une particularité, c'est d'avoir l'ensemble des outils en interne, à la fois de la production de sites, de référencement, de plaquettes, de graphisme et de stratégie de communication, plus la partie vidéo. J'ai mes très chers collaborateurs qui sont des experts dans chacun de ces domaines-là, et ce n'était pas forcément clair pour les clients de les accompagner sur l'offre globale. Donc voilà aujourd'hui ce qu'il y a et ce qui s'est passé sur le constat qui était ce constat de tension, le constat de la très forte concurrence et de la dévalorisation parfois du produit, l'envie de créer quelque chose d'un peu plus loin, et puis de rencontrer il y a 3 ans Christophe, peut-être que pour vous ça aurait été le cas ce soir, grâce également au Centre des jeunes dirigeants, d'apercevoir un petit bout de l'économie de la fonctionnalité, et puis d'entendre parler de l'obsolescence programmée, et de me dire, s'il y a bien un métier où il y a de l'obsolescence, c'est bien la com. Ça va être dur, c'est peut-être pas que pour le produit, mais même dans le service, je devrais pouvoir être capable d'innover dans ce sens-là. Merci à toi. Catherine Fayet, bonsoir. Vous êtes la dirigeante de Lacroix-Sofrel. Est-ce que vous pouvez expliquer à notre auditoire ce qu'est votre entreprise, les métiers qui sont les vôtres, ce que vous vendez? Et comme c'est quand même un peu technique, votre affaire, si vous pouviez donner des exemples, je pense que ça aiderait tout le monde à bien comprendre ce que vous faites. Donc Lacroix-Sofrel, c'est une entreprise qui est basée à Verne-sur-Sèche. C'est une société qui existe depuis plus de 40 ans, qui appartient à un groupe familial, le groupe Lacroix, basé à Nantes, qui fait à peu près un peu plus de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a 4000 personnes. Et nous sommes, nous, la plus petite entité de ce groupe. On fait 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est 150, on a une filiale en Espagne et en Italie. On fait à peu près 25% de notre chiffre d'affaires à l'export. Nos clients, ce sont des grands exploitants, ce sont des exploitants de réseaux d'eau et de chaleur, donc Veolia, SOR, mais aussi la SPL, Eau du Bassin Rennais. Donc ce sont des gens qui ont typiquement des installations réparties sur le territoire et qui vont avoir besoin de communiquer des informations entre un réservoir, une station de pompage, une sous-station de chaleur, et qui vont avoir besoin d'actionner un certain nombre de moteurs, de pompes, de vannes pour pouvoir opérer leur réseau. Donc nous, on fait, notre cœur de métier, c'est de faire des automates communicants. Donc un automate communicant, c'est quelque chose qui va mesurer quelque chose, prendre une information, qui l'analyse et qui va engager une action en fonction de l'information qu'il a reçue. Donc l'exemple le plus parlant, c'est les réservoirs. Pour que vous ayez de l'eau à votre robinet, il faut qu'il y ait de l'eau dans les réservoirs à la bonne pression et au bon niveau pour que quand vous ouvriez le robinet, ça coule. Et donc, chaque fois que le niveau de réservoir baisse, eh bien, il faut démarrer des stations de pompage qui sont en bas et qui vont pomper l'eau. Donc, il y a fort longtemps, avant 76 en général, tout ça, c'était des opérations faites à la main. Il fallait envoyer un exploitant qui allait ouvrir, démarrer la pompe, attendre que le réservoir se remplisse, l'arrêter. Aujourd'hui, ça se fait de façon automatique. Donc notre cœur de compétence, c'est la transmission de la donnée et le fait de pouvoir actionner. Donc nous, on est au cœur de ce qu'on appelle le contrôle commande, le machine to machine, et nos cœurs de compétence, c'est de l'électronique, de la télécom et de l'automate. Voilà. Donc ça, c'est notre métier. Super, et on passe notre vie dans des réseaux cachés avec des produits qui sont donc des boîtiers en plastique truffés d'électronique et de solutions télécom. Merci Catherine, je pense que c'est clair pour tout le monde. Gilles, bonsoir. Alors Bonsoir. Gilles, jusqu'il n'y a pas bien longtemps, vous étiez un concepteur, un fabricant et un distributeur de produits de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer les fondements de votre société et vos métiers historiques? Et puis on verra un petit peu comment ça a évolué par la suite. Alors, concepteur intégrateur en fait en solutions pour la production d'eau chaude sanitaire et de chauffage à destination plutôt du résidentiel habitat et du petit tertiaire. Donc en fait, notre métier, c'est d'intégrer des briques technologiques pour les réunir et vendre une solution, soit donc pour les deux fonctions, hein, chauffage et eau chaude sanitaire, ça c'était la base. Nos clients sont des distributeurs de type Saint-Gobain Distribution, Rexel, des grands groupes de distribution qui vendent nos produits, nos solutions, donc à destination des installateurs chauffagistes électriciens plombiers, et qui l'installent chez vous, dans vos maisons, dans votre habitation. Voilà notre cœur de métier. Et on a démarré en 2011, alors on est beaucoup plus petit, on est en 2011. Nous sommes 11 salariés et 15 agents commerciaux, on couvre le territoire français. Merci Gilles. Catherine, revenons à votre entreprise. Alors, en général, quand une entreprise envisage de faire évoluer son modèle économique, c'est parce qu'elle a des cailloux dans la chaussure, c'est parce qu'éventuellement le modèle économique commence à s'essouffler. Rien de tout ça chez vous. Vous avez un modèle économique qui va bien, vous avez une rentabilité qui est au rendez-vous, et pourtant vous avez envie de changer de modèle économique. Alors expliquez-nous d'où vient cette motivation. Alors la motivation, elle est liée au fait que le monde et la gestion de la valeur, sur la chaîne de la valeur sur laquelle on est, donc nous on capture de la donnée, on l'analyse, on la transmet et on actionne. Et avant, la principale vertu, c'était de savoir transmettre de la donnée. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, on a une banalisation totale de la communication. Alors demain, vous achetez une cafetière, elle sait communiquer, elle émet une donnée qui émet sur votre box et vous avez de la donnée. Donc le métier, notre cœur de métier devient extrêmement banal. Ça, c'est la première chose. Et la valeur pour le client, elle n'est pas tellement sur le fait d'émettre de la donnée, elle va être sur le fait d'avoir une représentation de la donnée qui le rend tout de suite intelligent. Je vous donne un autre petit exemple. Dans la nature, vous avez, notamment dans l'assainissement, des postes de relevage. Donc vous avez 2 pompes qui doivent transmettre des effluents, donc pas très propres, et il y a toujours 2 pompes pour avoir un secours. Quand ça déborde et qu'on mesure que ça déborde, eh bien, s'il pleut, c'est normal, ça veut dire qu'il faut attendre la fin de la pluie. Et par contre, quand il fait sec et que ça déborde, c'est que vous avez une pompe en panne et du coup, il faut avoir une alarme et faire venir un exploitant très rapidement. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la valeur, elle n'est pas juste de transmettre la donnée, le niveau monte, elle est dans le fait de pouvoir la contextualiser et de donner une information utile, lisible immédiatement par un opérateur élémentaire, hein, quelqu'un qui fait de la veille sur le réseau, pour qu'il puisse intervenir. Donc nous, ce qui nous a mobilisés, c'est de se dire, attention, notre cœur de métier devient très banal, la communication de la donnée, et par contre, la valeur va se déplacer vers quelles sont les données que j'ai autour de moi, comment je peux les capturer et comment je peux les rendre lisibles et efficaces pour mon client. Alors sur base de cette modification, de ce déplacement de la valeur, quelles sont les orientations stratégiques que ça ouvre pour vous et comment est-ce que vous imaginez pouvoir faire évoluer votre modèle pour justement suivre ce déplacement de la valeur et puis rester au cœur de là où ça se joue? D'abord, ce que je viens de vous raconter, là, ça reste quand même assez conceptuel pour mes équipes, qui sont des équipes d'ingénieurs, de techniciens, d'opérateurs, qui travaillent dans une entreprise depuis 40 ans où tout va bien, qui a de la croissance, qui est rentable, etc. Donc, on y va petit à petit. Le point d'ancrage, c'est la notion de cas d'usage. C'est-à-dire de s'interroger systématiquement sur qu'est-ce que le client va faire du produit et quel est l'avantage que ça crée pour lui? Est-ce qu'il va passer moins de temps? Moi, mes concurrents, ils s'appellent Siemens, Schneider, etc. J'ai des gens en face de moi qui savent aussi de quoi ils parlent. Donc, je dois aussi apporter une preuve tangible et quotidienne de la valeur ajoutée que je dégage. Et donc, c'est vraiment l'axe de travail, c'est de remettre à chaque fois. Donc, le verbatim même de cas d'usage est quelque chose de nouveau et il faut beaucoup de temps pour l'installer auprès des équipes pour vraiment avoir une obsession qui suffit pas de livrer le client à temps, de lui envoyer un devis quand il nous pose une question, mais c'est bien de dire quand je sors un produit, qu'est-ce que le client va faire avec et qu'est-ce que je lui fais gagner comme temps. Est-ce qu'il va être plus rapide avec moi? Par exemple, quand vous avez un appareil, je ne sais pas si vous avez déjà des appareils type Netatmo, Withings, des appareils de registre du BI pour piloter votre chauffage ou avoir la température. Si quand vous ouvrez la boîte, déjà, le produit est moche, si il faut lire une notice en 10 pages, si c'est compliqué, la plupart du temps, vous allez renoncer et ensuite détruire la réputation de la société à laquelle vous avez acheté le produit. Donc nous, il faut aussi qu'on soit sur ce registre-là, de penser ce que le client va faire au moment où il ouvre le carton, parce que nous, on a un produit. Au moment où il ouvre le carton, c'est de dire
comment il va l'installer, comment il va le préparer, le technicien, il va avoir quoi, un tournevis dans sa poche, il va être sur un escalier, il va être au sec, il va avoir un ordinateur, pouvoir le paramétrer, le faire avant. C'est vraiment se mettre dans une situation où on est capable donc de décrire et de chiffrer. Donc c'est pas forcément des euros, parce que parfois c'est compliqué, mais c'est de se dire, eh bien tiens, avec un Siemens, il va mettre 3 heures pour le paramétrer, avec nous, il mettra 1 heure. Et donc je recalcule, et là on calcule sur une durée de vie du produit, ce que ça donne pour le client. Mais c'est vraiment de dire, ok, tu me racontes des trucs, tu m'expliques des solutions techniques, parce qu'on est dans le registre, on aime beaucoup nos produits, on aime beaucoup les solutions techniques qui marchent, mais le client, ça lui rapporte quoi? Et bien évidemment, le lien avec ce dont on a discuté préalablement est immédiat. À partir du moment où on s'intéresse au cas d'usage, à la manière dont l'usage s'opère au niveau du client, à partir de ce moment-là et à partir du moment où on arrive à documenter les chaînes d'utilisation, les chaînes d'usage des produits, on peut commencer à engager une meilleure prise en charge de cette fameuse performance d'usage que j'évoquais tout à l'heure. Merci Catherine. Aurélien, tu as exprimé qu'une agence de com avec un modèle classique, c'est un prestataire concevant, développant des outils de communication. Toi, tu sentais une forme d'usure et une forme d'inadéquation au marché à te représenter ton métier comme ça. Et depuis un petit moment maintenant, tu as lancé un nouveau concept, qui est le concept d'agence de communication fonctionnelle. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit ? Alors c'est très simple, une agence de communication fonctionnelle, c'est une agence qui fait de la communication qui fonctionne. C'est pas mal, mais encore. C'est-à-dire, si je reprends les termes qu'on a pu travailler avec l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est finalement une solution intégrée qui est à la fois au service de la stratégie de communication et au service de la stratégie d'entreprise. Bref, on sort de l'outil et on va aller chercher à quoi servent les outils. C'est un peu la question qu'on s'est posée. À quoi servent tous les outils que l'on produit régulièrement ? On s'est posé cette question-là déjà parce qu'on a remarqué qu'en interne dans l'équipe, il y avait une très forte valeur, d'apprentissage et de pédagogie. Quasiment tous mes collaborateurs sont des pédagogues. Et on leur dit souvent, tiens, ça c'est très intéressant, au moins tu parles français, tu parles pas technique quand je parle avec toi. Donc un certain nombre de points comme ça, vous l'avez compris, c'est les ressources immatérielles. On a réussi à en noter un certain nombre et de se dire, là, on a quelque chose de précieux. Ensuite, je vous l'ai dit tout à l'heure, contrairement à d'autres agences qui ont d'autres spécificités, la nôtre, c'est finalement d'avoir tous les outils. Alors qu'est-ce qu'on peut en faire de cette spécificité ? Il y a la question également de la pérennité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on travaille avec la création d'un outil, finalement, c'est assez arrangeant que l'outil devienne assez vite obsolète. Ça tombe bien, les navigateurs Internet nous aident en changeant tous les 2 ans et Google en changeant son algorithme tous les 2 mois. Donc, l'obsolescence arrive très vite. Donc finalement, on peut réenclencher un devis à nouveau régulièrement. Ça, c'était l'ancien modèle. Alors que dans le nouveau, la communication qui fonctionne, c'est plutôt, on vient nous voir pour un outil, par exemple, et là, on va poser la question. Bon, l'outil, c'est pour quoi faire ? Ben, c'est parce que c'est prévu comme ça, il faut qu'on fasse un site Internet. D'accord ? Mais pourquoi un site Internet ? Ben, parce que c'est dans notre plot de communication. D'accord ? Il est lié à une stratégie, probablement, c'est laquelle ? Et ainsi de suite, et on remonte jusqu'à la stratégie d'entreprise. Et à partir de là, on va être en mesure de redescendre, puisqu'on a l'ensemble de ces compétences-là en interne, de redescendre vers le véritable usage de ce que l'on aura à produire, nous, réellement, au vu des enjeux de l'entreprise. C'est quoi? C'est de la notoriété? On va développer et on va faire tous les outils nécessaires pour développer la notoriété. C'est développer le chiffre d'affaires? On va être en mesure de réfléchir à une stratégie avec le client et en coopération. Et ça, c'est extrêmement important, cette partie coopération, puisque finalement, on va offrir une solution all-inclusive, performante et en temps réel de tous les outils de communication, sans engagement, garantie sans engagement et garantie sans avenant. Alors précisément, tu disais il y a un instant, nous sommes une agence de communication fonctionnelle, nous développons une communication qui fonctionne. Certains sceptiques pourraient dire waouh, c'est super, mais c'est un beau slogan marketing, et puis finalement, toutes les agences au monde seraient censées faire ça. Est-ce que ça a été jusqu'à
une innovation, une modification à la fois de votre mode de contractualisation, de votre mode de facturation. Est-ce qu'il y a un vrai signal en termes de facturation sur le fait que vous ne faites plus votre métier de la même manière? Effectivement, on a travaillé cette partie-là et c'est d'ailleurs ce qui nous fait rentrer dans l'économie de la fonctionnalité. C'est-à-dire qu'en gros, on va remplacer un chargé de com externe avec les prestataires qui pourraient embaucher en plus. Ça, à moindre coût, pour une efficacité, une performance accrue. Pourquoi accrue? Parce que justement, il y a chacun des experts à l'intérieur de l'entreprise. Et le fait que ce soit un abonnement mensuel qui soit sans engagement. Donc si on veut que notre client reste avec nous, on est obligé d'être bon cette fois-ci. Et comment est-ce qu'on va gagner notre argent puisqu'on est sur une version all-inclusive où on peut tout faire? L'idée, c'est pas que le client cherche à nous faire tout, absolument tous les outils. C'est de toujours travailler en coopération. Nous, on lui offre un service performant à un moindre coût que s'il avait à embaucher quelqu'un. Et de notre côté, nous, on gagne grâce à la mutualisation, à nos 14 années d'activité où on sait exactement où aller, à quel moment, sur quelle activité, et à rentabiliser l'ensemble grâce à des leviers de volume, notamment en référencement, ou puis en mutualisation. En mutualisant l'ensemble des outils pour nos clients, on arrive à les faire grimper ensemble. Donc on va même créer une communauté de clients pour aller plus loin. Donc on est vraiment dans une relation gagnant-gagnant des deux côtés. Donc ça veut dire un abonnement, une mensualité au sein de laquelle le client, en fonction de ses besoins propres au service de sa stratégie, peut vous solliciter. Pas d'avenant, pas d'obligation de durée, et donc l'obligation d'être bon, l'obligation de répondre toujours de très très près aux besoins et aux conditions d'usage des outils de communication qui vont être mis en œuvre au service de la stratégie. C'est exactement ça, avec la notion de la qualité de la coopération qui va donner la qualité de la performance qui ira derrière. Et vous voyez combien les ressources immatérielles de coopération, mais également de compétences et d'expériences accumulées au fur et à mesure de ces 14 années, se mettent au service de la rentabilité de ce type de modèle. On est donc bien passé sur un modèle d'économie de la fonctionnalité de la coopération où c'est bien les ressources immatérielles qui tirent la dynamique de performance de l'entreprise et sa dynamique de rentabilité pour un coût moindre pour le client, à service équivalent s'ils avaient dû être internalisés complètement chez le client. Donc on a là un cas tout à fait intéressant. Merci Aurélien. Gilles, vous étiez, il y a un petit moment, concepteur, fabricant et distributeur de techno, on va faire simple. Aujourd'hui, vous êtes un intégrateur au service de l'autonomisation énergétique de vos clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? En quoi est-ce que votre métier a changé? Et expliquez-nous. On le fait évoluer en tout cas. On était donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, fournisseur de solutions pour la production d'eau chaude sanitaire et de chauffage, donc des fonctions assez basiques à destination de l'habitat, plutôt en utilisant des technologies à énergie renouvelable, hein, donc pour faire des économies d'énergie sur des installations ou des matériels qui dans le temps consommaient beaucoup plus. On est parti de constats et d'opportunités en fait. Donc le constat c'est on va avoir d'un côté réglementaire des performances de bâtiments de plus en plus intéressantes, donc des consommations de chauffage qui vont diminuer voire disparaître. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on acquiert une compétence supplémentaire à notre offre, qui est celle de la qualité de l'air intérieur, puisqu'en fait les bâtiments devenant plus performants, ils ont besoin aussi de respirer ou de mieux respirer, parce qu'en fait ils sont de plus en plus étanches. Donc pour ça on est passé par une croissance externe il y a 2 ans, pour acquérir la compétence tout simplement de la ventilation dans la maison et d'apprendre ce métier qui était différent de nos premières briques technologiques. Avec ces 3 fonctions, on sait que le chauffage, comme je vous l'ai dit, va disparaître de plus en plus et on va faire des systèmes, ce qu'on appelle des systèmes 3 en 1. C'est-à-dire que c'est le même système qui va faire la production d'eau chaude sanitaire, la production de chauffage et également la ventilation. Donc c'est ce qu'on appelle du 3 en 1 modulaire. On avait les 3 compétences, on les a réunies. Et puis on est parti aussi sur un autre constat, c'est de se dire, maintenant qu'on a les 3 systèmes, on représente 80% de la facture énergétique de l'habitat. Donc 80% de la facture énergétique de l'habitat, sachant que le marché, et là c'est une opportunité, va vers l'autoconsommation avec notamment
de la production in situ par du photovoltaïque, qui est le plus déployé aujourd'hui, qui est accessible. On s'est dit, il faut qu'on acquiert aussi cette compétence pour pouvoir dimensionner la production d'énergie in situ, parce que qui mieux que nous pouvons déterminer les besoins de la maison, sachant que c'est nous qui consommons 80% avec nos équipements. Donc une fois qu'on est arrivé avec ces 4 briques technologiques, là du coup on vend un système, et je dis mais on va pas au bout de la promesse. Parce que si je vends ça brique par brique, même si elles sont vendues toutes ensemble, mais qu'elles ne communiquent pas ensemble, on a un problème. C'est-à-dire que le client va être content, mais ça rejoint un petit peu la réflexion de tout à l'heure, quand il va commencer à vouloir utiliser son système de chauffage, de ventilation, d'eau chaude sanitaire, et en plus de voir quelles sont les économies générées par la production produite tous les jours, il va falloir une interface. Donc l'interface, on se dit, mais on n'est pas loin de la domotique, puisqu'on parlait de la domotique il y a depuis de nombreuses années, les technologies n'étaient pas forcément toujours disponibles ou coûteuses, et aujourd'hui c'est accessible. Donc on a travaillé en partenariat avec un industriel bien connu dans la région qui s'appelle Deltador, et puis on a travaillé sur un cahier des charges, et on a intégré en fait la possibilité d'avoir la domotique, ou en tout cas au moins le pilotage de nos équipements pour qu'ils soient simples, accessibles à l'utilisateur. Et là, du coup, maintenant, on est devenu intégrateur d'une solution globale qui, pour la maison, fournit l'eau chaude, le chauffage, la ventilation, et qui va produire l'énergie pour ses propres équipements. En matière de reconfiguration de votre rôle dans la chaîne de valeur, ça donne quoi? Autrefois, vous étiez un fournisseur de matériel à destination d'opérateurs dans votre chaîne. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous apportez à qui et comment les relations ont évolué? Les relations évoluent parce que il est vrai que quand on s'adressait aux distributeurs pour expliquer ce qu'on avait à vendre dans notre catalogue avec des cartons pour faire de chauffage de l'eau chaude, aujourd'hui on est obligé d'aller vers le consommateur directement, au moins en termes de communication, pour faire connaître le système. Donc du coup on a déposé une marque qui s'appelle Esprit Zéro Carbone, puisque tous nos équipements fonctionnent à énergie renouvelable et donc à base électrique. Donc avec peu de rejet de gaz à effet de serre. Donc on a, à travers ce concept marketing, Esprit Zéro Carbone, le moyen de communiquer directement avec le particulier, avec l'utilisateur final, et de devenir en fait l'apporteur d'affaires à toute la chaîne de valeur et en tout cas tous les intermédiaires qu'on avait auparavant, qui éventuellement en plus diluaient le message qu'on avait à passer. Donc en effet, on a changé notre mode de communication. On a un site internet qui va être ouvert à partir du mois d'octobre. Et en fait, on va communiquer directement avec l'utilisateur, on va le solliciter, et on va devenir un petit peu le maître d'œuvre, en tout cas, de la mise en relation avec nos différents partenaires, puisqu'il est important de garder la chaîne de valeur avec laquelle on travaille. Mais on va travailler de manière collaborative. Et d'ailleurs, en plus de ce site internet qui permet en fait de communiquer avec le consommateur et évidemment de trouver des prospects, on va travailler en mode collaboratif avec une plateforme numérique collaborative pour que tout se passe bien et qu'on évite la contre-référence, parce que c'est toujours notre crainte. On a quand même des matériels techniques et il faut absolument qu'on apporte un service et un conseil à chaque étape du projet. Donc c'est ce qu'on va faire avec cette plateforme. Merci Gilles. Et ce qui est très intéressant dans votre cas, c'est qu'on voit que qui dit se soucier de la performance d'usage à partir du moment où on parle d'une habitation, nécessite de se rapprocher du ménage, de l'habitant, mais nécessite aussi de reconfigurer le rôle que l'on opère dans sa chaîne de valeur en faisant de la qualité de la coopération entre les différents intervenants de cette chaîne un enjeu fondamental qui se met au service de la performance qui va déboucher in fine auprès des clients. Donc à nouveau, on voit combien la qualité de la coopération dont vous allez être un facilitateur, eh bien, va pouvoir venir au service d'une performance d'usage accrue en matière d'autonomisation énergétique et de confort dans l'habitat sur les 3 postes que sont le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et la ventilation. Merci beaucoup. Aurélien, on revient à toi. Tu as mis en place ton modèle il y a environ 2 ans. Le bilan aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est un très très bon bilan. Déjà, financier, parce qu'on a nettement augmenté la rentabilité de l'entreprise et le chiffre d'affaires, enfin, et le chiffre d'affaires et la rentabilité. Ça, c'est le premier point. On a recréé un lien avec nos clients qui est hyper agréable, à savoir
un peu la technique du oui et en plus, plutôt que du oui mais. On nous appelait, non, ouais, je comprends bien, mais c'est pas inclus dans le devis, vous savez. Alors que là, c'est l'inverse. Le collaborateur, il est en mesure de prendre l'appel et de dire, d'accord, vous m'avez demandé une modification, là, on va le faire, il n'y a aucun souci. Et en plus, je suis en train de me dire que ce serait peut-être intéressant qu'on en parle sur les réseaux sociaux et peut-être qu'on crée une invitation en parallèle. On n'en a pas pour longtemps, on vous envoie ça dans l'après-midi. Là, c'est une réelle avancée. Pour les collaborateurs, ils prennent réellement un grand plaisir à pouvoir accompagner les structures, à avoir une autonomie en interne. Et dans la relation client, où finalement, il n'y a plus rien à gérer en termes financiers une fois que l'offre elle est déterminée. On va également avoir un aspect proactif de déterminer en amont, où on va gérer justement en disant attention, il y aura tel événement à tel moment, tel événement, tel événement. Donc ça nous permet de nous organiser sur l'ensemble de l'année. Très bon bilan donc en interne, très bon bilan aussi financier. Les experts comptables sont ravis comme tout, surtout moi. Et l'autre point, c'est la capacité de changement quand même, qui n'est pas anodine, c'est-à-dire qu'on a dû monter en compétence sur un certain nombre de points. On a dû déjà réorganiser l'agence, on a dû embaucher, et ça c'est super. Trouver une organisation unique pour gérer avec un système de gestion du temps et de la performance de nos outils. Imaginer des sections de rentabilité de communication. Donc voilà, il y a eu un certain nombre de points, mais qui viennent de très loin, puisque finalement, c'est le point sur lequel je voudrais arriver maintenant, c'est qu'on avait déjà innové, mais depuis longtemps. J'ai dès le début associé mes collaborateurs, ils sont déjà très investis, ils ont participé, ils ont co-élaboré la nouvelle offre. Ça c'est indispensable quand on change et qu'on va vers l'économie de la fonctionnalité, d'inclure ces équipes immédiatement. Sinon, vous allez être complètement partant, vous allez travailler pendant un an et demi sur le nouveau système, et vous allez devoir réattendre encore un an ou un an et demi de mettre en place le temps de former les équipes. Donc là, ils ont participé directement et ils se sont lancés immédiatement dans l'aventure. Et ce système d'organisation un peu spécifique fait que finalement, on n'a pas tout changé dans l'organisation, dans l'entreprise. On a changé le modèle d'affaires, mais au quotidien, on fait le même métier, mais avec beaucoup de plaisir. Donc l'innovation, c'est pas forcément une innovation de rupture. Et parfois, quand vous allez chercher dans vos externalités, dans les ressources immatérielles, vous trouvez plein de fondements pour changer très rapidement. Commencez à changer très rapidement, mais changer lentement et sur la durée. Merci. Et alors, j'ai appris une chose intéressante, c'est que, et je ne le savais pas jusqu'à très très peu, c'est qu'il se trouve que Gilles est client de l'agence Everest, un des clients communication fonctionnelle. Donc, parole au client. Ça a l'air super séduisant du point de vue de l'agence. Est-ce que le bilan, il est aussi positif du point de vue du client? De ce que j'ai signé. Donc, ça va bientôt faire 1 an, je crois. On a démarré ensemble. Alors, c'est vrai que pour moi, c'est confortable. Bon, d'abord, dans une petite structure, c'est vrai que quand on commence à parler de communication, on parle d'abord de nos documentations papier, puis ensuite, on se dit, il faut quand même un site internet, puis ensuite, on se dit, maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est important. Oui, mais un réseau social, il n'y en a pas qu'un. Donc, il y en a plusieurs. Il faut s'attaquer à tout. Bon, c'est pas notre métier. Déjà, on a assez de boulot tous les jours avec nos propres produits. Donc là, on a la chance d'être suivi et accompagné sur tous ces registres-là à travers un seul interlocuteur, ou en tout cas au moins une seule structure accessible. Et puis une fois qu'on a connaissance de toute l'équipe, chacun dans sa France, eh bien on peut s'adresser à chacun quand on veut. À n'importe quel moment, et c'est très réactif. Donc pour moi, c'est super confortable. Et au plus, je sais ce que ça me coûte, puisque chaque mois, je sais ce que ça me coûte. Donc, dans mon année, mon budget communication est maîtrisé, et ça, c'est parfait. Et en plus, on a changé, du coup, notre mode de fonctionnement. Avant, on partait tout le temps du papier, puis on se dit, on va voir ce qu'on peut prendre du papier pour mettre sur le numérique. Et là, maintenant, on a fait un transfert, on part du numérique, et on fait que quelques extractions de papier. Donc là, ça va dans le sens des économies aussi pour l'environnement. Super, merci beaucoup. Catherine, vous aviez un modèle qui allait bien, on l'a dit. Vous avez le désir d'en changer, vous en avez expliqué de manière très très claire les raisons. Vous commencez à initier
ce changement culturel vers le cas d'usage au sein de l'entreprise, c'est une aventure facile, c'est semé d'embûches. Comment ça se passe dans un environnement comme celui de votre entreprise? C'est dans tous les cas une aventure passionnante, facile, je dirais on mesurera dans 3 ans si c'était facile ou pas. En tout cas, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler tous les jours, avec deux points forts. Le premier, c'est l'aspect culturel. Et au sein de la culture, je mets la façon dont on s'adresse aux clients, c'est-à-dire plus travailler avec les clients pour que eux-mêmes nous décrivent comment ils utilisent nos produits et la valeur que ça dégage pour eux. On a des utilisateurs qui peuvent être des opérateurs qui installent simplement le produit. J'ai aussi comme interlocuteur des acheteurs centraux qui, eux, se foutent un peu de la façon dont fonctionne le produit et qui veulent juste du prix. Donc c'est aussi travailler avec le client pour révéler aussi, qui nous aide à révéler la valeur sur la durée de vie du client, la durée de vie du produit, et représenter de façon convaincante, avec des critères qui sont ceux du client, représenter la valeur. On vend nos produits plutôt au-dessus du prix du marché. Donc représenter justement cette valeur-là et toujours être capable de venir l'exposer au client, lui dire voilà, tu as fait ça, avec notre produit, voilà ce que tu peux faire, et voilà le temps que tu gagnes. Donc ça, c'est vraiment le premier vecteur, c'est culturel, la façon dont on dialogue avec le client. Et le second vecteur, il est technologique. On a aujourd'hui des produits qui sont dans un écosystème qui devient de plus en plus complexe, puisque tout communique, la pompe, la vanne, le dégrilleur, tout est capable d'émettre de la donnée. On a longtemps vécu sur des modèles où on était un petit peu tout seul, donc on n'avait pas besoin des autres pour fonctionner. Là, l'enjeu, en termes de technologie, il est autour de l'interopérabilité, c'est-à-dire en quoi mon produit sait communiquer avec le produit d'à côté. Même si c'est celui d'un concurrent, je ne peux pas me permettre de m'isoler dans l'écosystème qui est celui de nos clients. Donc là où on était 80% en protocole propriétaire, eh bien il faut qu'on regarde des startups, des acteurs beaucoup plus agiles qui arrivent avec des dynamiques où ils ouvrent tout, 80% en open source, et ils disent bah tiens, moi mon produit, regarde, tu peux rentrer comme ci, comme ça, tu peux transformer tout. Ça pour nous c'est une vraie révolution culturelle. Donc c'est vraiment un aspect important. La relation client d'un point de vue culturel, et puis le deuxième volet, l'aspect technologique. Super, merci beaucoup. Alors, un petit aparté. On a accompagné un jour une entreprise qui faisait de l'installation de chauffage. Et cette entreprise, au terme, très rapidement, des gains rapides, très rapidement, le dirigeant de cette entreprise commence à s'articuler, enjeux d'usage, etc. Et puis il est appelé par un client, par un prospect. Il se rend chez le prospect et le prospect lui dit bonjour, je voudrais une chaudière. Et notre dirigeant répond du tac au tac, très bien, de quelle couleur la voulez-vous? Rouge, vert, bleu ou jaune? Le client est un petit peu déstabilisé. Il a dit attendez, je comprends pas. Bah, si vous me demandez une chaudière, c'est que vous aimez l'objet. Donc non. Dis sérieusement, vous n'avez pas besoin d'une chaudière. Vous avez besoin de confort thermique. Moi, pour appréhender le confort thermique dans votre maison, j'ai besoin de comprendre comment vous y vivez. Eh bien, la relation commerciale avait changé, il a obtenu l'affaire et il n'a pas mis de chaudière. Il a mis un autre système. Vous voyez comment, à un moment donné, cette manière d'aborder le client, non pas par le produit, mais par l'usage, par la finalité du produit, la raison d'être du produit, va jusqu'à modifier toutes les strates de l'entreprise, en ce compris bien évidemment les modes de commercialisation. Gilles, je vais vous donner le mot ou l'intervention de clôture. Quand on part sur de l'intégration, on sait où ça commence, on ne sait pas où ça s'arrête. Parce qu'en fait, on rentre dans une dynamique où, comme on s'intéresse aux usages et qu'on les maîtrise de mieux en mieux, eh bien, on voit apparaître de nouveaux éléments qu'on n'avait pas forcément anticipés. Est-ce que d'ores et déjà aujourd'hui, cette nouvelle posture que vous avez adoptée, qui est une posture d'intégration, une posture intégrative, vous ouvre des perspectives vers des marchés que vous ne soupçonniez pas il y a peu de temps encore? Oui, parce qu'avec la marque Esprit Zéro Carbone, d'abord c'est très large, c'est pas forcément marqué équipement technique du bâtiment. Hein. Et étant donné qu'on est dans les économies d'énergie, qu'on est plutôt sur la voie verte, j'avais à un moment donné envie de changer de voiture et passer d'une voiture moins polluante à une voiture à mobilité la moins polluante possible. Donc j'ai basculé en voiture électrique et je me suis dit la mobilité s'invite chez vous, ce sera un bon slogan. Et du coup, comme on est en train de faire des économies d'énergie sur le bâtiment, le poste au chaud sanitaire, je vais donner un chiffre, représente environ 3000 kWh par an pour une famille de 4 à 5 personnes. 3000 kW électriques consommés à la facture.
Et nous, on fait tous les efforts possibles pour descendre cette facture à, bon, 0, ce serait super, mais 500-600 kW, ce qui est déjà très très bon. Et quand on vient rajouter une voiture électrique pour la recharger chez soi, on est à environ 2 ou 3 000 kW pour 10 000 km par an, ce qui est en général l'usage d'une voiture électrique, puisque c'est la seconde voiture de la famille. Alors je dis c'est dommage, on fait tous ces efforts-là pour remettre de la consommation. En plus, on a des problématiques quand même de fourniture électrique dans nos régions, particulièrement la Bretagne. Donc j'ai dit, à ce moment-là, la mobilité s'invite chez vous. Quand Esprit Zéro Carbone est installé dans une maison, en fait, on va pouvoir produire, soit pour recharger la voiture, soit au moins pour compenser les kilowatts qu'on aura consommés pour rouler. Donc en fait, on a quelques expérimentations aujourd'hui qui démontrent qu'on est passé de 14-15 000 kilowatts sur une maison consommée à 7 000, usage de la mobilité comprise. Donc voilà, c'est vrai que c'est une nouvelle opportunité. Du coup, ça ouvre aussi un champ de prescripteurs énorme, parce qu'en fait, dans la fonction de chauffage dans laquelle je vis depuis toujours, certains le savent, je suis né dedans, eh bien, on a toujours envie que les gens prennent plus de moyens pour son confort, puisqu'on parle de confort thermique. On se lave tous les jours, on se chauffe 220 jours par an, et on met moins d'argent que dans la mobilité. Et pourtant là, on a trouvé un moyen de dire mobilité s'invite chez vous, et quand vous investissez, vous pouvez investir de façon globale. La voiture devient un équipement de la maison. Exactement. Magnifique. Bien, écoutez, je pense qu'on peut les applaudir. Merci à vous trois pour votre témoignage. Et on est même dans le timing. Il y a même 10 minutes d'avance. Alors, est-ce qu'on prend quelques questions ou bien est-ce que les questions, on les prend dans le jardin autour d'un verre? Président, qu'est-ce que vous en pensez? On va dans le jardin, tout le monde a soif. Alors, je vous donne le micro pour le mot de la fin. Juste un mot rapide. Je voudrais effectivement vous remercier chaleureusement. C'était très intéressant. Moi, j'ai compris qu'il fallait qu'on ne vende plus du moyen, mais qu'on vende du résultat. C'est quand même ce que vous essayez de poursuivre tous. Et vous avez un autre point commun, c'est que vous avez réussi à vous engager dans une démarche stratégique qui va faire que vos clients vont être de plus en plus fidèles. Et c'est quand même la moindre des choses que l'on puisse imaginer lorsqu'on est dirigeant d'entreprise et qu'on a les rênes et la stratégie de son entreprise et de celle des hommes et des femmes qui y travaillent dans ses mains. Fidéliser sa clientèle en transformant son modèle économique et en passant de la détention à l'usage, de l'investissement au budget de fonctionnement, du moyen au résultat. Merci beaucoup aussi à Christophe Samples. Et puis c'est vous. J'espère, et c'est l'esprit de ces soirées plein air, c'est qu'avant l'été, où on prend un peu de recul sur son activité, on a peut-être le temps de réfléchir à des choses différemment, que ce que vous avez entendu ce soir va vous mettre en mouvement pour penser la révolution de votre modèle économique, ce qui est toujours plus difficile pour une entreprise existante et traditionnelle que pour une start-up qui démarre, nouvel acteur et qui peut penser son modèle différemment dès le début. Donc ça vous demandera encore plus d'efforts, mais c'est la condition pour fidéliser vos clients demain, parce que vous devenez des fournisseurs de résultats et non plus simplement de moyens, et donc on n'est plus dans la vente. On est dans autre chose, dans de la fidélisation. Donc je voudrais pour finir appeler toute une série d'acteurs qui nous sont très fidèles depuis le début de plein air. Je veux parler des partenaires. Alors les partenaires de la première heure, la société Spectaculaire, que j'aimerais convier sur le plateau, la société Pixel, la société AZDEP, les ateliers Lemay, je vous en prie, venez. La faculté des métiers et ces jeunes alternants apprentis qui sont dans les jardins, les apprentis en restauration et en service, qui vont vous servir pendant toute la soirée. La société Klaxoon, dont vous avez vu l'intérêt de leur solution. Et enfin, Numéricoupe, qui nous accompagne depuis cette année. Bien, je t'en prie. Et aussi les équipes de la Chambre de commerce et d'industrie, le marketing, Sylvie Guillerme, etc., toutes ces équipes que je vous invite à venir, parce que cet événement, c'est ce moment-là, ce sont ces intervenants et ces chefs d'entreprise, mais c'est aussi ce qui va se passer ensuite dans le jardin, et nous avons un peu de chance ce soir car il ne pleut pas, ou en tout cas la pluie s'est arrêtée, et l'objectif c'est aussi de réseauter, parce que nous avons besoin de nous sentir tous en réseau sur notre territoire. Merci à tous, et excellent été à tous.
Si vous le voulez bien, je vais mettre, et vous allez me détester, je vais mettre un dernier obstacle entre le verre. On a souvent tendance à se poser la question de savoir comment une conférence comme celle-là est susceptible de participer à l'enrichissement de représentation. Alors si vous vous rappelez, on a démarré l'exposé en disant c'est quoi le mot-clé que vous associez à l'économie de la fonctionnalité. Okay. Et bien on va la clôturer avec le même exercice. Et on verra si on a les mêmes résultats ou si cette soirée vous a permis d'enrichir ou d'utiliser une sémantique un peu différente par rapport à ce concept qui peut-être pour certains était nouveau. Et donc ce sera un dernier coup de klaxon ce soir. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les représentations se sont diversifiées et que une invitation à une nouvelle forme de performance, ça c'est le genre de projet qui se discute bien autour d'un verre. Donc à votre bonne santé.